Lundi 22 juillet, ce soir en manchette. Résultat décevant, autre restructuration en vue. Où s'en va SNC-Lavalin? C'est bien beau, le carnet de commandes qui monte à presque 16 milliards, mais il faut que ces contrats-là soient payants. La fin pour le FFM, il n'y aura pas de festival cette année. On sait tous que cet effritement au fil du temps est probablement rendu dans une phase terminale. Champion du monde, McNeil! C'est Ouais! À 19 ans, l'Ontarienne Margaret McNeil, championne du monde au 100 mètres papillon. La rapidité à laquelle elle est sortie du virage, c'est ça qui a fait la différence. À 19 ans, ou plutôt les noyades, déjà 37 noyades au Québec en 2019, les choses doivent changer, Sylvie Bernier. Décès est un drame, pas pour une semaine, 2 semaines, est un drame pour la vie. Le projet du REM pourrait être le tout dernier grand chantier piloté par la firme québécoise d'ingénierie SNC-Lavalin. Tout ça parce que l'entreprise procède à une nouvelle restructuration après des résultats financiers décevants et d'importants dépassements de coûts. Jérôme Labbé, en quoi consiste au juste cette réorganisation? Oui, la première chose qu'il faut dire, Alexis, c'est que les projets qui ont été signés par le passé, comme celui du REM, donc ces contrats-là seront honorés, qu'on n'a pas annoncé aujourd'hui de perte d'emploi, comme c'est souvent le cas lorsqu'on parle de restructuration. Par contre, il est vrai qu'à partir de maintenant, SNC-Lavalin fera les choses différemment. Son nouveau président et chef de la direction par intérim, Yann Edwards, a procédé à une série d'annonces aujourd'hui en prévision de résultats financiers décevants qui seront dévoilés le 1er août prochain. D'ailleurs, l'action en bourse a perdu 7 aujourd'hui. Et parmi ces annonces, SNC-Lavalin a déclaré qu'elle ne soumissionnerait plus sur des contrats clés en main à prix forfaitaire, des contrats pour lesquels le prix est souvent fixé d'avance. Ce sont des contrats qui sont souvent payants, mais qui peuvent ne pas l'être du tout en cas d'imprévu. C'est exactement le risque que SNC-Lavalin ne souhaite plus prendre. Alors, ces contrats-là sont souvent, oui, des projets d'infrastructure de transport, mais aussi et surtout des projets liés à l'extraction de ressources naturelles comme des mines ou des forages. Or, c'est un secteur qui s'est déjà mieux porté, les prix stagnent, il y a peu de nouveaux projets à l'heure actuelle. D'ailleurs, SNC-Lavalin n'exclut pas de se débarrasser de certains actifs. Explication, Michel Nadeau de l'Institut sur la gouvernance. SNC-Lavalin, souvent pour aller chercher des contrats, les gens de la direction mine, évidemment, vont faire des batailles de prix, vont couper trop. Et en coupant trop, en voulant aller chercher des contrats, évidemment, on accepte de prendre le risque de perte. Et là, c'est ce que les investisseurs disent. Faites mieux vos calculs pour nous annoncer des profits. N'acceptez que les contrats. C'est bien beau, le carnet de commandes qui monte à presque 16 milliards, mais il faut que ces contrats-là soient payants. Bien justement, l'actionnaire principal de SNC, la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est sortie de sa réserve aujourd'hui. Jérôme, cette décision ne fait pas son affaire. Effectivement, dans un communiqué transmis aujourd'hui, la Caisse affirme que la détérioration de la performance de SNC-Lavalin est un sujet de préoccupation grandissant et que la tendance actuelle est, je cite, inacceptable. Réaction un peu plus mitigée à Québec, peu importe la structure de SNC-Lavalin. L'important pour le ministre de l'Économie, c'est de garder les emplois ici au Québec. On l'écoute. Ma préoccupation première pour SNC, c'est de maintenir l'opération ici au Québec, maintenir les emplois et qu'on solidifie l'entreprise. Et la Caisse partage ce même objectif-là. Maintenant, au niveau temporel, quand on doit faire ça, à quelle vitesse, comment on le fait, bien, je pense que la Caisse voulait mettre carrément leur position ferme, mais l'objectif ultime que le gouvernement a est partagé à 100 par la Caisse de dépôt. Jérôme Labbé, merci beaucoup. Au revoir. Cap sur Ottawa maintenant, l'opposition critique vertement le retour de Gerald Butts au sein de l'équipe libérale de Justin Trudeau. On sait que l'ancien conseiller et ami proche du premier ministre avait démissionné l'hiver dernier dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin. Madeleine Blais-Morin, les conservateurs, en ce qui les concerne, estiment qu'il n'aurait jamais dû revenir, M. Butts. Oui, et le député conservateur Pierre Poilievre a convoqué la presse spécifiquement ce matin pour critiquer justement le retour
de Gerald Butts au sein de l'équipe libérale. Et c'était du même coup l'occasion pour l'opposition officielle de rappeler tous les détails entourant l'affaire SNC-Lavalin qui a fait si mal aux libéraux plus tôt cette année. Donc, les conservateurs ne se sont pas fait prier pour remettre à l'avant-plan toute cette affaire-là. On peut écouter Pierre Poilievre. Il sera suivi du chef adjoint du NPD, Alexandre Boulris, qui lui aussi a voulu commenter l'affaire. L'architecte de la scandale SNC est maintenant dans l'équipe et les femmes honnêtes qui ont dit vrai sont congédiées. On se rend bien compte que finalement, quand il a été renvoyé pour avoir fait des pressions indues sur Jody Wilson-Raybould, ce n'était qu'un artifice. On nous a voulu faire croire qu'il allait en payer le prix. Aujourd'hui, il est de retour. C'est pour dire que finalement, les libéraux ont essayé de camoufler un scandale en mettant à la porte Gerald Butts, mais il n'est jamais vraiment parti. Et là, il est de retour pour la campagne électorale. Évidemment, Madeleine, le son de cloche est assez différent chez les libéraux. Pas la même lecture des événements. Eux qui se réjouissent du retour de M. Butts. Oui, parce qu'ils voient en lui quelqu'un qui a, entre autres, permis la victoire du Parti libéral en 2015. Donc, il est vraiment vu comme un stratège de talent. Donc, évidemment, si les libéraux permettent son retour dans l'équipe, c'est qu'ils font le pari qu'ils ont davantage à gagner qu'à perdre, évidemment, même si ça permet à l'opposition de rappeler les détails de l'affaire SNC-Lavalin. On peut écouter à ce sujet la ministre Ginette Petitpas-Taylor. Nous sommes très contents que Jerry va faire partie de notre équipe de notre campagne 2019. Il nous a aidés énormément durant la campagne de 2015. Et puis, Jerry ainsi que plusieurs autres personnes vont nous aider aussitôt qu'on embarque dans notre campagne de 2019. Merci beaucoup, Madeleine. Au revoir. Ça reste à voir, mais le rideau pourrait bien être définitivement tombé sur le Festival des films du monde. Une chose est certaine, Louis-Philippe Ouimet, l'événement comme tel n'aura pas lieu cette année, ça c'est sûr. On s'en doutait depuis plusieurs mois déjà, Alexis, mais la nouvelle a été confirmée ce matin par la voie d'un très court communiqué. Il n'y aura pas de Festival des films du monde en 2019. Festival qui existe depuis 42 ans. Silence radio de la part de Serge Lozic. Les bureaux derrière moi au Cinéma Impérial sont vides. On ne répond pas. Et dans le milieu du cinéma, on nous dit que cette pause marquerait en fait la fin du Festival des films du monde. Ses finances étaient précaires, sa programmation avait perdu de son lustre et ses locaux étaient presque vides. Ces dernières années, le Festival des films du monde n'était plus que l'ombre de lui-même. Le FFM n'a plus du tout le lustre qu'il pouvait avoir en temps. Je pense qu'il a surfé sur sa réputation pendant très, très longtemps. Mais les dettes du festival sont considérables. Il n'y a pas un mot des journalistes. En 2018, le fondateur du festival balayait les critiques du revers de la main. Les gens critiquent n'importe quoi, mais tant mieux. Mais il faudrait voir ce qu'ils critiquent aussi. Mais un an plus tard, dans un communiqué laconique, le festival annonce qu'il fait relâche pour revenir plus fort en 2020. Une pause salutaire, pensent certains. On s'entend que l'annonce parle d'un arrêt temporaire, mais on sait tous que cet effritement au fil du temps est probablement rendu dans une phase terminale. Ça devrait nous amener à regarder vers l'avant, ce qu'on peut construire, et non pas ce qu'on peut sauver, qui probablement ne peut plus survivre. Le communiqué dit aussi ceci. M. Lozic, à cause de la fatigue extrême et sur l'ordre de ses médecins, n'accordera pas d'entrevue et aucun film n'a été sélectionné pour l'édition de cette année. En fait, le cinéaste André Forcier défend Serge Lozic. Le problème vient du fait qu'il n'y avait plus le respect des institutions de téléfilm de la SODEC qu'il avait complètement abandonné, complètement bâché. Il y a eu un mouvement de bashing contre Serge qui est inadmissible. C'est un gars rigoureusement honnête. Dans les années 80 et 90, le Festival des films du monde a fait de Montréal une destination cinéma. Claude Lelouch, Gérard Depardieu et Catherine Deneuve y ont foulé le tapis rouge. Ce qui a quand même changé, il faut le dire, moi j'ai fréquenté le FFM ces 40 dernières années, ce qui a changé, c'est qu'à ses débuts, le Festival des films du monde régnait seul à Montréal, au sens où la carte des festivals était assez simple, hein? Il y avait un ou deux trucs autour du FFM et c'est tout. Le Festival de Toronto en a profité pour s'imposer comme un événement majeur de la rentrée en cinéma. La Ville de Montréal n'a pas voulu commenter la nouvelle, la ministre de la Culture du Québec non plus, en raison d'un litige qui oppose Serge Lozic à la SODEC.
la Société de développement des entreprises culturelles du Québec. Ici, Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal. Malgré le resserrement des règles pour encadrer des plateformes de location comme Airbnb, bien des Québécois sont toujours aux prises avec des voisins de passage plutôt bruyants qui paient pour se trouver un lieu où faire la fête et qui sont impossibles à déloger. Julie Marceau. Billiards. Je ne peux pas dormir, c'est tout. Depuis plus d'1 an, David Bloom vit avec des nouveaux voisins chaque semaine. C'est vraiment invivable. Des fêtes, soir après soir, avec des dizaines de jeunes qui consomment de l'alcool. Ils mettent sur l'Internet Party Pad pour des bachelor parties. C'est vraiment une place pour faire un party. Ils viennent de Boston, de Chicago, de New York pour faire une bachelor party à Montréal. Avec d'autres résidents incommodés, il dit avoir tout tenté. Négocier avec le locataire qui sous-loue sur différentes plateformes, demander l'intervention de la Ville, de Revenu Québec, de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. La police, il vient 120 fois. Oui, je suis vraiment frustré, simplement parce que la Ville de Montréal et la Ville-Marie et Revenu Québec et CITQ, ils font un cercle comme ça. On peut faire beaucoup mieux. C'est ce que j'appelle la règle de la brosse à dents. Est-ce que c'est là où votre brosse à dents est d'habitude? C'est la règle de la résidence principale. Si c'est là où vous habitez habituellement, vous auriez le droit de le faire. Québec veut justement resserrer les règles cet automne. Si les modifications sont adoptées, les propriétaires qui veulent louer leur résidence sur une base occasionnelle devront obtenir un permis d'enregistrement. Les résidences secondaires seront considérées commerciales. Il faudra donc obtenir un permis d'hébergement touristique. Mais une fois le permis obtenu, ces fêtes à répétition demeureront tout à fait légales. Nous avons tenté d'obtenir des commentaires du locataire qui sous-loue ce logement, ainsi que des propriétaires en vain. Ici Julie Marceau, Radio-Canada, Montréal. Bonsoir Pascal. Oui, bonsoir. Alors, pause d'humidité, ça sera beau et sec demain. C'est ça. Alors, tout à fait l'image d'aujourd'hui. On respire mieux, finalement. Alors, demain matin, on commencera la journée avec à peu près 16-17 degrés, plutôt en mélange soleil et nuages, 26, qui est de saison. Ça demeure sec. Pour ce qui est de mercredi, on commence la journée avec 15 à 16, plutôt beau, ou mélange soleil-nuage, 24, donc légèrement sous la normale. Jeudi, ça ne change pas beaucoup. L'humidité remonte un peu, humidex à 31, température réelle 27. Et à partir de vendredi, là, l'humidité revient avec l'humidex à 34, là, les températures près de la barre des 30 degrés. Ça s'annonce très lourd et très chaud ce week-end, une fois de plus. Bon, d'ici là, un court répit. Merci beaucoup, Pascal. À tantôt. Salut. Au retour, données mal protégées, Equifax devra verser 750 millions de dollars à ses clients américains. Pour une 4e année de suite, la criminalité est en hausse au pays. Equifax, encore dans l'actualité aujourd'hui, non pas chez nous, mais chez nos voisins du Sud. Bonsoir, Andréane Saint-Armand. Bonsoir, Alexis. Dans un autre cas de vol de données chez Equifax, cette entreprise a été forcée à verser une somme importante, plus de 700 millions de dollars. Américain, oui, effectivement, c'est une somme importante. C'est à la suite d'un vol de données qui s'est produit il y a 2 ans. C'était à l'été 2007. Pendant 6 semaines, il y a eu intrusion dans la banque de données d'Equifax. On a volé les données personnelles de 150 millions de clients, je vous le rappelle, des numéros d'assurance sociale, numéros de permis de conduire, carte de crédit, dans certains cas, des données sur des passeports. Or, il y avait des enquêtes à la suite de ce vol de données et on s'est entendu chez Equifax avec les autorités américaines pour mettre fin à toutes les procédures. 700 millions de dollars américains d'amende. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça nous protégera davantage? Est-ce possible aussi que d'autres institutions soient la cible d'amendes en lien avec des vols de données? Je vous laisse écouter un expert en cybersécurité, Steve Waterhouse. C'est ironique de croire que maintenant, cette compagnie prend nos données, plutôt nos dossiers de crédit à charge pour être capable de les protéger. Donc, je crois, oui, c'était obligatoire, pour ne pas dire bien vu, d'avoir une amende imposée à une compagnie de cette nature-là, alors que Desjardins, ce qu'on va voir dans un avenir rapproché, qu'elle aura une amende, ça reste à voir, mais je ne crois pas que les sanctions seront aussi grandes et graves que ce qu'on peut imposer aux États-Unis ou bien en Europe.
Et dans le cas des clients canadiens et d'Equifax, 19 000 avaient été touchés par ce vol de données. Et puisqu'il s'agit d'une entente américaine, de notre côté, on ne touchera pas un sou. Ça ne les concerne pas. Parlons maintenant de Montréal et de ses installations portuaires qui deviendront à terme une zone franche. Une zone franche, c'est le gouvernement fédéral qui en a fait l'annonce. Une zone franche, en fait, c'est un territoire où on peut avoir droit à des exonérations de droits de douane quand on reçoit des marchandises qui sont destinées à être réexpédiées. Ça nous protège, en fait, en cas de conflit commercial. On écoute le représentant de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. C'est surtout se prémunir contre la dynamique où le Canada, en représailles aux frais de douane américains, imposerait des frais de douane. Parce qu'il faut réaliser, quand les Américains nous imposent des frais de douane, la réaction du Canada, ça a été de dire, nous aussi, on va vous en imposer. Et là, quand on en impose, on se tire un peu dans le pied. Des frais de douane, c'est pas bon. Et donc, ce qu'on fait, vous avez raison, c'est dans le contexte actuel, on protège l'économie de Montréal des effets de ces guerres commerciales-là. Les marchés boursiers en terminant. Oui, des gains dans les technos, dans le secteur de l'énergie. La bourse de Toronto a grimpé d'une trentaine de points, jusqu'à 3/4 pour le Nasdaq. Et le dollar canadien a perdu 1/3 de cent aujourd'hui. Quelques plumes. Merci beaucoup. Au revoir. À demain. C'était il y a un an, jour pour jour, une fusillade qui faisait 2 morts et 13 blessés sur l'avenue Danforth à Toronto. En 2018, l'Ontario a enregistré 69 homicides de plus qu'en 2017, selon des chiffres publiés par Statistique Canada aujourd'hui. Pour une 4e année de suite, la criminalité est en hausse au pays. Le nombre de crimes déclarés à la police, il augmente, particulièrement les fraudes et les agressions sexuelles. Voici là-dessus Sébastien Desrosiers. Les policiers ne chôment pas. Les services de partout au pays ont recensé plus de crimes en 2018 par rapport à l'année précédente. Ceux qui connaissent les hausses les plus marquées sont la fraude, en hausse de 13 % et les agressions sexuelles, en hausse de 15 %. C'est l'augmentation la plus importante, tous crimes confondus. Ça se peut expliquer par beaucoup de raisons. Un parmi des raisons, c'est qu'on a beaucoup plus d'attention avec les événements de moi aussi. On n'est pas en train de dire qu'il y a plus d'agressions sexuelles au Canada. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un plus grand nombre de personnes qui ont le courage de les dénoncer. Pourtant, selon elle, il s'agit toujours d'un des crimes les moins rapportés à la police, faute de culpabilité. Il semblerait de façon significative que la publicité qu'il y a eu autour du hashtag « Moi aussi » a vraiment eu un impact sur le désir des victimes de dénoncer l'agression dont elles ont été victimes, particulièrement au Québec. Justement, dans la province, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels observent une hausse des demandes. Depuis, si vous voulez, depuis l'ère « Moi aussi », donc 2017-2018, on a observé une augmentation de près de 21 % chez les personnes victimes, mais également les proches et les témoins d'agressions à caractère sexuel et qui ont cogné à nos portes pour une première fois. Elle témoigne, elle aussi, d'un véritable phénomène social. Les personnes victimes ont eu l'impression qu'elles avaient une voix, ont eu l'impression que si elles parlaient, elles allaient être crues, qu'elles allaient être entendues. Maintenant, il reste à voir comment le système judiciaire va absorber ce nombre plus élevé de dénonciations-là, comment ils vont y répondre. Parce que les crimes dénoncés devront tôt ou tard être résolus. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal. On passe maintenant au monde en bref, avec d'abord ce pétrolier battant pavillon britannique, toujours bloqué par l'Iran. Un véritable casse-tête pour Londres au moment où le pays change de premier ministre. Mathieu Prost. Ce sont les premières images de l'intérieur du navire depuis qu'il a été arraisonné par l'Iran. Des scènes tournées par ceux qui ont pris de force le contrôle du pétrolier vendredi dans le détroit d'Ormuz. L'Iran n'a aucun droit de bloquer ce passage. Londres veut une protection internationale dans ce secteur où transite 20% du pétrole mondial. Mais les relations avec l'Iran se dégradent depuis un an. On est prêt au pire, dit Donald Trump, qui place l'Iran en haut de son palmarès. C'est le numéro 1 des États terroristes dans le monde. Cette crise entre Londres et Téhéran
sera un dossier brûlant pour le futur Premier ministre. L'ami de Donald Trump, Boris Johnson, devrait être désigné ce mardi comme successeur de Theresa May. Si Ricky Martin défile aux côtés des manifestants à Porto Rico, ce n'est pas un simple soutien. Le chanteur est directement visé par des propos homophobes tenus entre autres par le gouverneur. J'ai fait des erreurs et je me suis excusé, a dit Ricardo Rossello dans une vidéo Facebook hier. Et si les manifestants ont déjà obtenu qu'il ne se représente pas l'année prochaine, ils veulent son départ immédiat. Ils étaient des dizaines de milliers à dénoncer la corruption de certains dirigeants qui ont détourné 15 millions de dollars destinés à la reconstruction après l'ouragan Maria. 2, 1, 0. L'Inde va peut-être entrer dans l'histoire de la conquête spatiale. Elle vient de se fixer un objectif Lune pour la modique somme de 140 millions de dollars. À comparer avec les 2 milliards de dollars du programme Apollo en 1969. Un lanceur bon marché donc, mais pas assez puissant pour rejoindre directement l'orbite lunaire. Il prendra son élan autour de la Terre avant de poser, si tout va bien, un robot au pôle sud de la Lune le 6 septembre. Un exploit technique seulement réussi jusqu'ici par les États-Unis, l'ex-Union soviétique et la Chine. À notre 18h30, semaine de la prévention de la noyade, on en discute avec Sylvie Bernier. Tout de suite. On prend pour acquis que tout le monde surveille, mais personne ne surveille. Une noyade, c'est sournois et c'est silencieux. Ce soir, à notre 18h30, il y a eu 37 noyades jusqu'ici cette année au Québec. Comment mieux les prévenir? On en discute avec Sylvie Bernier. Espace vert, certains arrondissements innovent. Qu'en pensent les résidents? Haïti en folie. Et c'est parti pour la 13e édition du festival. Les enfants, ils sont tellement imprévisibles. Ça peut arriver n'importe où. Jamais personne va dans l'eau, à la plage, dans une piscine, sans qu'il y ait un adulte proche. Pour nous, chaque noyade, c'est toujours une de trop parce qu'on sait qu'elles sont évitables. Voyez ici des images du documentaire « La fois où je n'ai pas plongé », inspiré de la douloureuse expérience de l'ex-plongeuse olympique Sylvie Bernier, qui a vécu de très près, la noyade de son neveu de 5 ans, le petit Raphaël. On est allé aujourd'hui à la rencontre de Sylvie Bernier alors qu'elle participait au lancement de la Semaine nationale de la prévention de la noyade. Mais avant de vous présenter cet entretien, voici le reportage de notre collègue Florence Guénaud sur les efforts déployés pour éviter les cas encore beaucoup trop nombreux de noyades. La vie de Malika a basculé le 2 juillet 2018. Ce jour-là, sa fille, Maria, alors âgée de 8 mois, a failli se noyer dans la piscine familiale. L'enfant flottait dans une bouée quelques minutes avant l'accident. Tout le monde nageait, ça allait bien. D'un seul coup, on trouve Maria, la tête dans l'eau et les jambes en l'air. Émile, mon conjoint, l'a sortie de l'eau, mais elle était toute mauve déjà. Par chance, le père de Maria avait suivi une formation de maître nageur. Il a pu réanimer sa fille avant l'arrivée des secours. Aujourd'hui, la petite fille se porte bien et n'a pas de séquelles. Mais sa mère a vécu un véritable traumatisme. J'ai rien pu faire pour elle à ce moment. Depuis le début de l'année, 37 personnes sont mortes noyées au Québec. C'est 3 de plus que l'an dernier à la même date. En cette semaine nationale de prévention de la noyade, son directeur général rappelle les règles de sécurité de base, comme le port d'une veste de flottaison et l'importance de la surveillance des enfants qui jouent dans l'eau. Retenez l'expression que si l'enfant n'est pas à la portée de la main, c'est parce qu'il est déjà trop loin lorsque vous êtes près de l'eau. Les gens ne vont pas crier, il ne va pas y avoir plein d'éclaboussures nécessairement partout. On va juste voir la personne qui monte puis qui descend. Puis c'est très rapide, hein. Vraiment, là, c'est pas une question de 10 minutes, c'est une question de secondes. Le programme Nager pour
pour survivre, qui est offert à près de 15 000 enfants dans 250 écoles au Québec, gagnerait à être étendu à tous les enfants de la province. Est-ce que tu es capable de remonter à la surface, te maintenir à la surface pendant 60 secondes, prendre le contrôle de ta respiration, puis repérer l'endroit où tu pourrais aller t'accrocher? Un enfant sur deux réussit ce que je viens de vous dire à l'âge de 8 ans au Québec. Okay? Lorsque je suis dans des milieux de défavorisation, c'est 3 enfants sur 10 qui réussissent. La noyade est un drame évitable et Malika en a fait la douloureuse expérience. Honnêtement, je souhaite mon expérience à aucun parent. Il faut rester vraiment vigilant. Ici Florence Guénaud, Radio-Canada, Montréal. On voyait m'amener sa main dans le fond de l'eau. Il était là. Puis toi, tu as voulu y aller, mais c'est ça, il y avait du remous. Hein. Le canot était plaqué au fond de la rivière, pris dans les branches. C'était impossible de plonger. Même pour moi, une plongeuse olympique. Sylvie Bernier, bonjour. C'est un plaisir de pouvoir s'entretenir avec vous. À titre de marraine du programme Nager pour survivre de la Société nationale de la prévention de la noyade et aussi auteur, on le sait, de ce livre, Le jour où je n'ai pas pu plonger. L'histoire de Raphaël, votre neveu. Jusqu'à quel point c'est pour Raphaël que vous faites ce que vous faites cette année pour cet événement? C'est vraiment pour Raphaël. Ouais. Et c'est vraiment pour toute la famille aussi. Ça a été long. Ça a pris 17 ans avant qu'on décide de revenir sur la place publique, de revenir où on a laissé il y a 17 ans, à la suite du dépôt de l'enquête du coroner. On avait mentionné lors d'un point de presse, un jour, on aimerait sensibiliser la population aux risques qu'il peut y avoir, aux risques d'activités nautiques aquatiques. Jean-François Dubé m'a montré comment les choses doivent être faites. Et même en faisant tout selon les règles de l'art, les incidents peuvent arriver. Ma posture d'aujourd'hui, qui est de faire la promotion d'un mode de vie physiquement actif, donc il faut que je sois capable de doser entre je veux que les gens bougent, je veux que les gens continuent à avoir du plaisir sur le bord de l'eau dans une embarcation, mais avec cette conscience qu'il y a des risques à l'eau et qu'on soit sur le bord d'une piscine, une fête familiale, il fait 30 degrés, on est toute la famille, mais il n'y a personne qui est attitré à surveiller, par exemple, un peu comme un conducteur désigné. Bien, la même chose, sauveteur désigné. Donc, aujourd'hui, on revient, mais on veut vraiment sensibiliser la population à faire attention. Mais c'est ça qui est incroyable, parce qu'on le fait année après année depuis des décennies. Oui. On va prendre le temps de regarder quelques chiffres sur un tableau. Simplement par rapport à l'an dernier, 22 juillet l'an dernier, 34 noyades. Cette année, 37. Oui, ça a baissé au fil des ans, mais ce besoin, il est encore là, encore et toujours. Qu'est-ce que ça va prendre pour que cette prise de conscience-là soit plus... s'imprègne davantage? Bien, je prends souvent l'exemple de la ceinture de sécurité dans la voiture. Hein. Ça fait 40 ans qu'il y a l'obligation d'attacher sa ceinture de sécurité. Et au départ, on y croyait plus ou moins. Il y a même des gens qui disaient non, je n'ai pas le goût d'attacher ma ceinture. Donc, on transforme une norme sociale de porter sa veste de flottaison. Ah, des fois, c'est pas cool. On est en plein été, on est sur un bateau de plaisance. On n'a pas le goût de porter notre veste de flottaison. Et pourtant... on l'a vu cette année encore. Ça peut sauver la vie. 80 du temps, lorsqu'il y a un accident ou une noyade, bien, les gens qui étaient alentour ont dit ils ne pensaient pas passer par-dessus bord. Mais non, c'est un accident. Et la personne ne portait pas sa veste de flottaison. Si elle l'avait portée, probablement que ça serait terminé par une anecdote en fin de journée. Mais malheureusement, on ne portait pas notre veste de flottaison. C'est vraiment un changement de culture, j'ai l'impression, qu'il faut opérer, d'approche, notre relation à l'eau, à la sécurité nautique et aquatique. Encore quelques chiffres qui en disent long sur la situation cette année, qui nous disent à quel point les scénarios peuvent être variés, Mme Bernier. Les noyades de cette année, dans le bilan de cette année, sur des plans d'eau naturels, 69 les lacs, les rivières, les fleuves, les ruisseaux, 10 les piscines résidentielles. Et puis là, ça varie pour le reste, mais on voit ici le gros des noyades, où ça se produit. Milieu naturel. Milieu naturel. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Lac, rivière, fleuve. Si vous partez seul, qu'est-ce qu'on fait? Assurons-nous de bien connaître notre environnement. Donc, chaque rivière
a ses particularités. Est-elle sinueuse? Le débit change très rapidement. S'il y a eu une forte pluie 2 heures avant, le débit change. Oui. La température de l'eau. Vous savez qu'une rivière, l'eau peut être à 4-5 degrés, malgré le fait qu'il fait 30 degrés puis qu'on est en plein mois de juillet. 4-5 degrés, si on chavire de façon inattendue et qu'on est en culotte courte et qu'on n'a pas de vêtements isothermiques, quelques secondes, oui. On peut être totalement désorienté et on peut rapidement être en hypothermie. Donc, c'est de prendre le temps de s'informer, de ne pas aller se louer un canot, un kayak et de s'aventurer sur une rivière que l'on ne connaît pas. Et les piscines résidentielles? Piscine résidentielle, depuis 2010, il y a beaucoup de réglementations. Je dirais que ce qui reste aujourd'hui, c'est tout l'aspect surveillance, sauveteur désigné. On prend pour acquis que tout le monde surveille, mais personne ne surveille. Donc, chaque seconde est important. Une noyade, c'est sournois et c'est silencieux. L'enfant ne se débattra pas et ne le dira pas. Donc, il coule, c'est silencieux et ça ne prend que quelques secondes. Donc, sauveteur désigné. Et c'est une personne qui comprend bien, c'est bien vous, n'est-ce pas? Oui, bien, tout à fait. Et ça a été long parce que je dis toujours que derrière toutes les statistiques et les chiffres que vous avez mentionnés, chaque décès est un drame, pas pour une semaine, 2 semaines, est un drame pour la vie. Et chaque noyade est évitable. Elles sont toutes évitables, la majorité d'entre elles. Donc, il faut les prévenir. Et merci de prendre le temps d'en parler parce que moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde ait du plaisir sur l'eau, dans l'eau, mais en toute sécurité. Merci infiniment, Sylviane. Merci, Alexis. À la prochaine. Au retour, espace vert, des arrondissements innovent, mais des résidents se demandent ce qui se passe. Si vous voyez des plantes qui détonnent dans les aménagements paysagers de certains arrondissements de Montréal, c'est probablement le nouveau projet pilote que la Ville vient de mettre en place. Le but est simple, créer des espaces verts plus nombreux, mieux adaptés et plus respectueux de la biodiversité de la métropole. Anne-Louise Despatie. Donc, des amalgames de plantes qui retiennent l'azote. Ces agencements de plantes vivaces, annuelles et indigènes ne sont pas laissés au hasard. Ce qui pousse à l'intersection des boulevards Laurentien et Gouin va permettre de trouver les végétaux susceptibles d'améliorer la qualité du sol pour assurer la survie des nouveaux arbres qu'on plante en ville. Ça peut aller jusqu'à 50 des jeunes arbres qu'on perd. C'est un laboratoire que surveille l'équipe d'Élise Beauregard, une architecte paysagiste spécialiste des sols. On veut créer des paysages qui nourrissent le sol. Chicorée, ciboulette et quinacée, on cherche le bon assemblage. Des agencements novateurs qui ne correspondent pas toujours aux critères esthétiques des citoyens. La Ville de Montréal est forte. L'aménagement conventionnel sert de base de comparaison. Et au final, on va mesurer aussi la fraîcheur qui va être dégagée. On va mesurer les retours de matière de nutriments dans le sol. Puis on mesure aussi, on observe, là, parce que c'est sur 3 ans, les plantes qui ont un meilleur recouvrement, parce que ça, c'est des gros facteurs pour diminuer l'entretien. En finançant ce projet pilote, la Ville de Montréal espère développer des pratiques qu'on pourra reproduire ailleurs. Saint-Laurent est un des arrondissements qui compte le plus d'îlots de chaleur à Montréal. On a donc appris à laisser la nature faire son travail. Comme ce bassin de rétention intégré au parc Philippe-Laheurte. Il y avait de la végétation qui s'est installée de façon ponctuelle. Alors, au lieu de la raser et de recommencer, on a décidé d'en profiter et de magnifier même la biodiversité. Et donc, au lieu de tondre, au lieu de s'occuper de contrôler la nature, c'est plutôt de la laisser aller et d'en profiter. On a aussi cessé de tondre une grande partie des espaces qui séparent les voies de circulation. Ces nouvelles pratiques ne font pas toujours l'unanimité au début. Il faut de l'audace et il faut essayer des choses. La prairie urbaine autour de la bibliothèque municipale est vue différemment maintenant.
quand ça marche tout seul. En fin de compte, les gens se rendent compte qu'au lieu de voir des plantes nuisibles, les gens commencent à voir des fleurs, des papillons, des abeilles. Quand on laisse l'herbe passer, bien, il y a maintenant des insectes, des oiseaux, il y a de la vie, il y a une ambiance, il y a moins de chaleur. C'est aussi parfois le retour en ville d'un beau monarque. Ici, Anne-Louise Despatie, Radio-Canada, Montréal. Petit rappel essentiel, les adresses pour nous joindre, courriel et la page Facebook. On a hâte de vous lire. Record canadien. On vous parle au retour de Margaret MacNeil, 19 ans et déjà championne du monde. Au retour, Haïti en folie, c'est le coup d'envoi ce soir au quartier des spectacles. On peut parler de la course d'une vie contre toute attente. La Canadienne Margaret MacNeil de London, en Ontario, a remporté l'or aux 100 mètres papillon des mondiaux de natation qui avaient lieu en Corée du Sud à 19 ans à peine. MacNeil est donc devenue la deuxième femme la plus rapide de l'histoire. Martin Labrosse. Le 100 mètres papillon a une nouvelle reine. Margaret MacNeil a détrôné Sarah Furstrom, tenante de 4 titres au cours des 10 dernières années. MacNeil, 19 ans seulement, nageait dans le corridor numéro 5, voisin de sa rivale suédoise. Après avoir enregistré le deuxième temps en demi-finale, tous les espoirs étaient permis pour la jeune femme. Before the race, I don't think I've ever been that nervous in my entire life. I just really wanted to do well tonight and do the best for Canada. Après une première moitié de course plutôt moyenne, la Canadienne a surpris tout le monde, à commencer par sa voisine de couloir. MacNeil touche 5e et son ondulation, la rapidité à laquelle elle est sortie du virage, elle sort à égalité à Ostrom. Elle était 5e quelques instants avant. Alors c'est ça qui a fait la différence. MacNeil est la seule nageuse de la finale à avoir parcouru le dernier 50 mètres sous la barre des 30 secondes. Elle a été 98 centièmes de seconde plus rapide que toutes ses rivales. Une performance qui n'a pas échappé à Sarah Furstrom, qui repart avec la médaille d'argent. She was like, "Oh my God, you went so fast," and I'm like, "It means the world to be swimming with her, and for her to be so nice and so like have such good sportsmanship means the world to me." Ce triomphe de Margaret MacNeil lance le signal que les nageuses canadiennes seront prêtes pour les Jeux olympiques de Tokyo dans un an. Avant les mondiaux, là, on s'attendait à voir Penny Oleksiak, bien sûr, Taylor Rock, Kylie Masse, qui est championne du monde. Puis là, aujourd'hui, on a une 4e, MacNeil, qui remporte l'or. Et que dire de Sydney Peckrem, qui remporte le bronze aux 200 mètres 4 nages. Alors, beaucoup de profondeur. Je pense que la natation mondiale, disons, la communauté se parle et se dit « Mais qu'est-ce qui se passe avec le Canada? » On les savait capables d'unir leurs efforts pour monter sur le podium, comme elles l'ont fait pour remporter le bronze au relais 4 fois 100 mètres libres. Les nageuses canadiennes démontrent maintenant qu'elles peuvent s'illustrer individuellement. Ici Martin Labrosse, Radio-Canada, Montréal. Montréal va vivre au rythme de la musique et de la culture haïtienne, et ce jusqu'à dimanche. Nabi, vous êtes d'ailleurs au cœur du quartier des spectacles, là où sera donné le coup d'envoi du festival Haïti en folie. Ce soir à 21h15 sur la scène principale du festival Juste pour rire, qui a invité cette année Haïti en folie pour un spectacle qui réunira humour, musique, danse. Et tout au long de la semaine, dans plusieurs parcs montréalais, il y aura des activités. Le grand défilé Rara qui partira du parc Les Compagnons de Saint-Laurent ce samedi. Également une foire du livre, une foire gourmande et des spectacles au parc La Fontaine ce week-end, avec entre autres le groupe Sans Pression sur place. Et également avec Win Butler, qui est DJ, qui est marié lui-même avec une Haïtienne, Régine Chassagne. Sans être lui-même d'origine haïtienne, c'est ça qu'on veut avec Haïti en folie, bâtir des ponts entre la communauté. Je vous invite donc à découvrir 3 artistes d'origine haïtienne qui contribuent à ce maillage entre le Québec et Haïti dans le reportage que je vous ai préparé. Les liens entre Québec et Haïti sont étroits et puissants. La comédienne Fabienne Collat est arrivée au Québec il y a une quinzaine d'années.
Et j'arrive ici à Montréal, belle ville, diversifiée. J'entends toutes sortes d'accents, je vois des gens de toutes les couleurs, etc. Je dis, c'est exactement là qu'il faut que je vive le reste de ma vie. Et là, j'allume la télévision, c'est toute une autre histoire. Tout le monde est tout blanc. Il n'y a aucun accent, aucune couleur. À force de persévérance, elle a réussi à faire sa place et à réaliser un rêve de jeunesse. Moi, quand j'étais en Haïti, je regardais tous les soirs RDI, Radio-Canada. Je regardais Ouattatata. Et un beau jour, j'ai trouvé un rôle dans Ouattatata avec tous ces gens-là que je rêvais de voir. Je veux mes danseurs à l'heure, au bon endroit. La fondatrice d'Haïti en folie, ainsi que des festivals des films blacks de Montréal, Toronto et Halifax, ainsi que du film québécois en Haïti, travaille activement au maillage entre les deux cultures. Wesley! L'an dernier, le chanteur Wesley a remporté le Juno du meilleur album de musique du monde. Arrivé au Québec il y a une vingtaine d'années, il a vu les choses évoluer depuis. Je vois beaucoup plus d'Haïtiens dans la politique, dans la culture, dans les organisations clés de Montréal et partout au Québec. Et je vois aussi que les Haïtiens prennent leur place, ils sont en confiance maintenant. Il espère que son exemple inspirera des jeunes créateurs issus des communautés culturelles à croire en leurs rêves et en leurs chances de succès. Je crois que quand on donne notre soi-même à 200%, c'est là qu'on a du succès, c'est là qu'on a des réussites. La chanteuse Emeline Michel jouit d'une réputation internationale, mais c'est ici que tout a commencé. Mes premiers essais avec des musiciens où j'ai appris vraiment la scène. Et c'est les rouages de la scène, c'est ici au Québec. La diva d'origine haïtienne, mais québécoise d'adoption, espère avec sa voix accentuer les échanges interculturels. C'est ce que le futur du monde devrait être. Je pense que c'est le meilleur jardin, le meilleur terrain, le meilleur petit paradis qu'on peut créer. Ce ne sont que quelques exemples d'artistes d'origine haïtienne qui contribuent à enrichir la culture canadienne et à renforcer le maillage entre les deux pays. Il y en a plein d'autres à découvrir dans le cadre du festival Haïti en folie qui débute ce soir et se poursuit pour la prochaine semaine. Ici Nabi-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal. Un petit mot pour vous dire qu'Ottawa reconnaît qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour mieux protéger les baleines noires de l'Atlantique. Au moins 8 baleines noires, une espèce menacée, rappelons-le, sont mortes dans les eaux canadiennes depuis le début de l'année. Plusieurs à la suite de contacts avec des bateaux ou encore des filets de pêche. Au total, on estime qu'il y a seulement 400 baleines noires dans le monde entier. Bonsoir, Pascal. Oui, bonsoir. Parlons de ce répit qui nous attend, là. Ben oui, aujourd'hui, c'était agréable. Et ça se poursuit. On respirait. Oui, ça se poursuit jusqu'à jeudi. Jeudi, ça va se faire un petit peu plus chaud, mais rien de grave. Là, mais vraiment, le week-end prochain, là, ça ressemble à ce qu'on a vécu. C'est ainsi. Déjà, d'ailleurs, à Montréal, depuis le début juillet, on a eu déjà 10 journées à 30 degrés et plus. L'année dernière, à pareille date, on en avait eu 11. Donc, c'est pas aussi chaud que l'année dernière, mais presque. On approche. Alors, il fait 23 à Montréal en ce moment. Les températures prévues, donc, pour le début de matinée, demain matin, autour de 16-17 degrés, 13 à Québec. Ce sera à peu près 26 demain durant la journée, ce qui est tout à fait de saison. C'est 26,6 la normale pour cette temps-ci de l'année, le jour. Et pour mercredi, ce sera même un peu frais le matin, même par endroits sous la barre des 10 degrés, 15 pour Montréal. Température maximale prévue pour mercredi 24. Alors, comme vous le voyez, les précipitations sont sur la côte, ça dirige vers les maritimes. Donc, pour ce qui est du sud du Québec, il n'y a aucune menace pour les prochains jours. Et ce sera dans l'ensemble en mélange soleil et nuages. Et ce sera le cas dès le lever du jour demain. Donc, mélange soleil-nuage demain, ainsi que mercredi. Pour ce qui est de la journée de jeudi, ce sera un petit peu plus humide, donc il n'est pas impossible qu'il y ait une petite averse isolée et des températures qui vont remonter quelque peu. Mais dans l'ensemble, on pourrait résumer la semaine en disant que ce sera variable et ça sera plutôt sec jusqu'à jeudi. Alors, jeudi, l'humidex pourrait grimper à 30-31, ce qui n'est rien de vilain. Mais à partir de vendredi, là, l'humidex grimpe à 34 et peut-être même 38 d'humidex pour la journée de samedi. Oui, et on sera près à des valeurs de chaleur accablantes pour le week-end encore, donc un peu à l'image de ce qu'on a vécu ce week-end. Donc, demain, mélange soleil-nuage, petit matin assez frais, 13 à 16, mais 16 pour Montréal, c'est tout à fait normal pour ce temps-ci de l'année. 26, c'est normal aussi. Sur le centre, mélange soleil-nuage, les nuages sont plus abondants au sud du Saint-Laurent.
À l'est, dans l'ensemble, en alternance soleil et nuages, nuages un peu plus compacts pour les secteurs plus à l'est. Les îles-Madeleine, on a quelques précipitations demain. C'est vraiment au sud que ça se passe. Sur l'Abitibi-Témiscamingue, sur l'Abitibi, assez nuageux demain, un peu de soleil. Au Témiscamingue, un peu plus de soleil avec 21 degrés. Et le moyen long terme, donc demain, mélange soleil-nuages, 16 le matin, 26 durant le jour. Je ne parle pas d'humidex quand c'est en bas de 30, donc ça reste sec. Pour la journée de mercredi, 24 le maximum. Jeudi, un petit peu plus humide, humidex à 31. Et vous voyez par la suite, ça commence à assez chaud, surtout samedi, avec 38 d'humidex. Merci bien, Pascal. À demain. Wow. Pour toute l'équipe ici, Alexis Delancer, on se dit à demain. Portez-vous bien. Salut.